Est-ce que vous avez déjà eu peur que tout l'écosystème crypto aille à zéro? Bitcoin is going to zero. Zero. Pour les OG, normalement ça va, hein, mais pour certains qui ne sont pas là depuis longtemps, c'est une crainte qui est tout à fait fondée. Qu'on soit clair, si Bitcoin venait à tomber un jour, il est probable qu'il entraîne tout l'écosystème crypto dans sa chute. Bah oui, dites-vous bien que les altcoins se réclament des fondamentaux et des idéaux qui sous-tendent la première crypto-monnaie du marché. Et si tout ça s'avère caduque, bah ça risque vraiment de faire très mal. Le truc, c'est que l'histoire de Bitcoin n'a pas toujours été un long fleuve tranquille, hein. Et il y a des moments où en fait il a bien failli passer. Ça arrivait quelques fois et autant vous dire que ceux qui étaient là avaient intérêt à serrer les fesses et à attendre sagement en espérant que l'orage passe. Un jour, je vous parlerai peut-être de ces moments particulièrement tendus qui jonchent l'histoire de l'invention de Satoshi Nakamoto. Mais pour l'instant, on va se concentrer uniquement sur l'un d'entre eux, le plus connu. Appelé la Block Size War, on parle d'une guerre qui a déchiré la communauté Bitcoin dans son ensemble et qui a tout pour être inscrite dans les futurs livres d'histoire aux côtés de grandes batailles historiques. Évidemment, dans cette guerre numérique, pas de blessés, pas de villages rasés, pas de familles détruites, juste une bonne leçon sur le fonctionnement et la résilience de Bitcoin. Bon, comme tout conflit historique, il faut naturellement se remettre un peu dans le contexte. On est aux alentours de 2015 et Bitcoin commence petit à petit à arriver aux oreilles du grand public. Régulièrement, on a affaire à des frais de transaction très élevés et à chaque fois qu'il y a un pic d'activité, la question est sur la table. Comment on va faire le jour où Bitcoin sera démocratisé? Monsieur et madame tout le monde ne peuvent pas payer des dizaines de dollars de frais, pas plus qu'ils ne peuvent attendre des heures, voire des jours pour faire passer leur transaction. Vraiment, c'est pas tenable. Et déjà à ce moment-là, il y a deux camps qui se forment. Il y a ceux qui veulent augmenter la taille des blocs et il y a ceux qui ne veulent pas augmenter la taille des blocs. Pour comprendre vite fait ce débat, on va se poser 2 minutes, mais vous inquiétez pas, ça va pas être très compliqué. Il faut bien se dire qu'un bloc de la blockchain Bitcoin, c'est entre autres composé de transactions. Dedans, on peut en mettre un certain nombre, et ce nombre, il est fixe. Quand vous payez des frais de transaction, vous achetez en fait en quelque sorte de l'espace dans les blocs. Et cet espace, il est limité, ce qui fait que quand il y a beaucoup de gens qui veulent faire passer beaucoup de transactions, il faut payer plus cher pour avoir de la place. C'est exactement pour ça que les frais grimpent quand il y a beaucoup de gens sur le réseau. Au moment de la block size war, donc en fait sur le protocole Bitcoin original, la taille des blocs a été fixée à 1 mégaoctet d'information, pas plus, pas moins. À cette époque, on a une certaine frange de la communauté qui voit ça comme une limite qu'on peut facilement contourner en augmentant justement la taille des blocs. Certains même veulent totalement faire sauter cette limite. Et après tout, Satoshi Nakamoto voulait créer du cash électronique, hein, et force est de constater qu'en l'état, c'est pas trop possible à grande échelle. A contrario, on a une autre partie de la communauté qui ne veut pas d'une augmentation de la taille des blocs. Pourquoi? En fait, augmenter la taille des blocs, c'est augmenter le poids de la blockchain, et donc perdre en décentralisation et en sécurité. Je m'explique. Pour la faire courte, ce sont les nœuds du réseau qui sont garants de l'intégrité de la blockchain, et plus leur nombre est élevé, plus le réseau est sécurisé. En réalité, un nœud Bitcoin, c'est ultra facile à faire tourner. Vous pouvez même essayer chez vous, à vrai dire. Tout ce qu'il vous faudra, c'est un vieil ordinateur ou même un Raspberry avec un disque dur d'environ 1 Tera et un petit peu de patience. Aujourd'hui, le réseau Bitcoin, c'est environ 20 000 personnes à travers le monde qui font tourner un nœud, le tout sans toucher aucune récompense et avec un matériel très bon marché. Mais parce que là, on ne parle pas des mineurs, mais bien des nœuds. Mais bon, je vais pas rentrer dans les détails puisque c'est pas tout à fait le sujet de la vidéo. Par contre, si jamais le fonctionnement de Bitcoin nous intéresse, dites-le moi en commentaire, c'est une machinerie vraiment très intéressante à observer de l'intérieur. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que ces nœuds, ils ont besoin que le matériel soit pas cher. En fait, imaginez un monde où la taille des blocs de Bitcoin explose à la hausse. Du coup, le besoin de stockage, lui aussi, il explose à la hausse, et laissez-moi vous dire que les opérateurs de nœuds, ils commenceront à l'avoir mauvaise. Ouais, qu'on soit un opérateur de nœuds ou pas, au final ça change pas grand chose. Dans tous les cas, le stockage, ça coûte cher. Et voilà en gros le résumé du débat de l'époque. Soit on augmente la taille des blocs, on met Bitcoin à l'échelle, mais on perd en sécurité et en décentralisation, soit on ne touche à rien et on prend le risque que Bitcoin devienne à tout jamais une blockchain chère et lente, et on freine son adoption. Forcément, les gens de la communauté se sont mis à réfléchir. En plein milieu de l'été 2015, deux développeurs proposent Bitcoin XT, qui est en gros une version concurrente du protocole Bitcoin de l'époque. Ces deux développeurs, vous les connaissez peut-être, ou en tout cas l'un d'entre eux, c'est Mike Hearn et Gavin Anderson. Ce dernier a été l'un des principaux développeurs de Bitcoin juste après que Satoshi Nakamoto ait tiré sa révérence. D'ailleurs, il a aussi fondé la Bitcoin Foundation, entre autres. Le Bitcoin XT, c'est Bitcoin, mais avec une taille de bloc de 8 mégaoctets cette fois, et qui double tous les 2 ans, pour atteindre une taille maximale de 8 gigas en 2036. Forcément, ça fait débat, et là, les gens sont un peu chafouins. Déjà, ce nouveau Bitcoin, entre guillemets, a été poussé sans concerter personne, un peu comme s'ils ne voulaient pas attendre l'aval de la communauté et qu'ils utilisaient leur influence pour imposer leur solution. Déjà ça, c'est très moyen. Ensuite, ça entraînerait un hard fork, c'est-à-dire une séparation de la blockchain en deux. Bon, je vais pas rentrer dans les détails techniques ici, mais retenez que globalement, c'est une situation qu'on évite au maximum sur Bitcoin. Et surtout, ça voudrait dire des blocs de plusieurs gigaoctets sur la chaîne principale. Je dis pas les data centers qu'il faudrait pour stocker tout ça, et la centralisation que ça aurait entraîné. Bref, niveau sécurité et décentralisation du protocole, c'est assez catastrophique en réalité. Aujourd'hui, ce sont les gens comme vous et moi qui opèrent un nœud, justement parce que ce n'est pas cher. Augmenter le coût de maintien d'un nœud, c'est laisser le pouvoir entre les mains de ceux qui ont les moyens de le faire, et ça, c'est pas envisageable si vous voulez mon avis.
À ce stade, les deux camps qui vont s'opposer dans cette guerre d'anthologie sont déjà formés. D'un côté, on a les Big Blockers, avec Andresen et d'autres personnalités de l'écosystème assez connues, comme Roger Ver par exemple, dont je vous avais déjà parlé dans cette vidéo. Et ils sont assez vite rejoints par les gros du secteur, et notamment les industriels, comme Bitmain par exemple. Bitmain, pour situer, c'est le principal constructeur d'ASICs qui sont, en gros, les machines qui permettent de miner du Bitcoin. Et de l'autre côté, on a les Segwitters, ceux qui ne veulent pas augmenter la taille des blocs et qui veulent privilégier la sécurité et la pérennité du réseau. Mais pourquoi Segwitters, me direz-vous? Bah bougez pas, c'est là qu'un nouveau monstre entre dans l'arène. Ce monstre, c'est Segwit pour Segregated Witness. Et vous avez peut-être déjà entendu ce mot en fait. C'est le nom d'une grosse mise à jour qui a été poussée sur le protocole Bitcoin il y a déjà plusieurs années de ça. Cette mise à jour a été proposée par Peter Will, qui est un éminent développeur de Bitcoin et qui est l'arme que les Segwitters vont brandir contre les Big Blockers. Pour la faire courte, l'idée derrière Segwit, c'est pas d'augmenter la taille des blocs, mais plutôt de gagner de l'espace en réorganisant les informations qui sont présentes dans les blocs. En clair, ça permet de rendre les transactions plus rapides et moins chères en séparant les données de signature des transactions, et tout ça, ça libère pas mal d'espace dans chaque bloc. Il faut bien se dire que Segwit a tout pour plaire à ce moment-là. Hein. La mise à jour, elle n'a pas besoin de hard fork, et aussi, pour être appliquée, elle a besoin d'un consensus global de 95% des mineurs. Donc en fait, c'est le processus démocratique normal de Bitcoin qui s'applique, et on peut dire que les choses sont faites dans les règles. En plus, Segwit n'est pas incompatible avec les anciens clients de Bitcoin, c'est-à-dire les anciennes versions. Et du coup, c'est tout bénef. Bon, évidemment, l'autre camp n'est pas content, hein, ils l'ont un peu mauvaise. Pour eux, c'est trop léger, en plus d'être vachement complexe à mettre en place. À partir de là, les deux factions se disputent avec véhémence et la situation, elle est complètement au point mort. Et à cette époque, c'était les montagnes russes pour le prix du Bitcoin. Les sorties médiatiques, les coups fourrés et même les attaques personnelles entre membres de la communauté ont littéralement déchiré l'écosystème. Cette histoire a fait le bonheur des traders hein, qui s'amusaient à surfer sur la vague et le malheur des investisseurs qui auraient largement préféré une situation plus apaisée. En réalité, il faut bien se dire que les cartes sont dans les mains des small blockers. Hein. Eux, tout ce qu'ils ont à faire, c'est d'attendre, de ne pas mettre à jour leur nœud et de continuer comme si de rien n'était. Mais c'est ce qu'ils vont faire, et ça va finir par en énerver plus d'un. Michael, l'un des instigateurs de Bitcoin XT dont je vous ai parlé tout à l'heure, va finir par complètement rage-quit l'écosystème en déclarant que Bitcoin a échoué et qu'il allait tout vendre. Et plusieurs propositions de hard fork vont se succéder après Bitcoin XT, mais tout finira par échouer et forcément, ça va ébranler le camp des big blockers. Défaite après défaite, les événements s'enchaînent et les Big Blockers ne voient pas le bout du tunnel. Et comme dans toute bonne bataille, on a des tentatives d'armistice, des tentatives de cesser le feu. En mai 2017, par exemple, une grande conférence est organisée à New York, qui conduira à la rédaction du New York Agreement. En substance, c'était un accord entre plusieurs grosses entreprises et mineurs de Bitcoin pour activer Segwit dans un premier temps, tout en augmentant la taille des blocs à 2 mégaoctets dans un second temps, par le biais d'un hard fork. Cette proposition est connue sous le nom de Segwit 2x pour info. C'est une sorte de on coupe la poire en deux si vous voulez. Mais encore une fois, c'est des gros bonnets qui discutent avec d'autres gros bonnets du sort de l'invention de Satoshi Nakamoto, et forcément, ça plaît pas à tout le monde. Dans le camp des Segwitters, c'est pas une proposition acceptable, mais bien tenté. Et là, on a un petit développeur qui s'appelle Shaolin Fry, qui est assez inconnu et qui se ramène avec une nouvelle solution. Il propose la BIP 148 qui intègre ce qu'on appelle l'UASF, pour Users Activated Soft Fork. Alors là, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est vraiment un gros morceau, mais si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller checker sur le journal du coin, on a un très bon article sur le sujet. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette proposition, c'est un moyen pour les nœuds de faire pression sur les mineurs pour débloquer la situation. Et la proposition, elle est controversée pour plein de raisons, hein, et même parmi les Segwitters, ça fait pas l'unanimité. Il y en a certains qui sont vraiment pas emballés. Mais bon, la solution de Shaolin Fry finit par gagner en popularité et à être déployée, débouchant inévitablement par l'adoption de Segwit courant 2017. Évidemment, Papy fait de la résistance et les Big Blockers ne comptent pas s'arrêter là. Le bras de fer continue et les mineurs vont même jusqu'à s'allier sous la bannière de Barry Silbert en marge du sommet Consensus 2017. Pour rappel, Barry Silbert, c'est le fondateur de Digital Currency Group qui possède entre autres Grayscale et Genesis. Ce jour-là, pratiquement 85% de la puissance de calcul se met d'accord sans consulter personne pour tenter d'imposer ces règles. Malheureusement pour eux, ça ne prendra toujours pas. Hein. Alors les Big Blockers lâchent leur ultime bombe, celle que vous connaissez sans doute, Bitcoin Cash. Le hard fork a lieu le 1er août 2017 et autant vous dire que ça ne devait vraiment pas être drôle. À ce moment-là du conflit, il existe deux blockchains Bitcoin distinctes et c'est la plus forte qui finira par remporter la bataille. Là, c'est le marché qui va décider. Pour les Segwitters, le vrai Bitcoin, c'est celui qu'on connaît actuellement, et pour les Big Blockers, c'est Bitcoin Cash. Pas mal de personnalités influentes de l'écosystème se sont ralliées à Bitcoin Cash. En fait, c'était vraiment un gros truc. Dites-vous qu'en prime, chaque possesseur de Bitcoin se retrouvait avec son équivalent en Bitcoin Cash directement dans son wallet. En gros, si vous aviez un BTC, vous vous retrouviez avec un BTC et un BCH en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Évidemment, ça a fait des heureux et des moins heureux. Dès que Bitcoin Cash est devenu tradable sur les exchanges, sa valeur n'a fait que dégringoler. Alors, on dirait bien que le marché a choisi finalement. Aujourd'hui, Bitcoin Cash fait parler de lui, mais il faut pas se leurrer. Même si certains fervents défenseurs n'ont pas changé leur fusil d'épaule, Bitcoin Cash n'est qu'un ersatz de Bitcoin très peu sécurisé et quasiment pas utilisé.
En fait, on peut considérer cet épisode comme le baroud d'honneur des Big Blockers dans une bataille perdue d'avance. C'est à peu près là que Segwit 2X a été abandonné aussi. Vous savez, c'est le hard fork qui avait été décidé pendant le New York Agreement. Cette fois-ci, on dirait bien que les Segwitters ont vraiment gagné. Et c'est comme ça que s'achève notre guerre des blocs, l'un des conflits, non armés évidemment, les plus importants de l'histoire de l'invention de Satoshi Nakamoto. L'activation de Segwit aura vraiment été laborieuse, mais porteuse de nombreux enseignements tout de même, notamment sur qui contrôle quoi à l'échelle du réseau et aussi sur la difficulté de changer les règles de Bitcoin même lorsque l'on dispose de moyens de pression colossaux. Cette guerre a aussi ouvert la voie à une philosophie qui risque de suivre Bitcoin encore longtemps. Bitcoin, c'est Bitcoin, pas besoin de le changer tant que ça. Ce qu'il faut, c'est construire autour. Et c'est en partie grâce à ce conflit interne qu'on a assisté à l'émergence du Lightning Network. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Lightning Network, c'est une surcouche de Bitcoin qui permet aux utilisateurs de faire circuler du Bitcoin d'un utilisateur à un autre en quelques secondes et moyennant quelques centimes de frais. Et ça, peu importe la congestion du réseau. Bon, faut l'avouer, ça reste un protocole pas très user-friendly, qui a ses propres défis pour l'avenir, mais force est de constater que pour le moment, ça marche. Au final, le problème de la scalabilité sur Bitcoin pourrait bien être résolu par autre chose qu'une augmentation de la taille des blocs. On peut critiquer tout ce processus fastidieux de mise à jour du protocole. On peut penser ce qu'on veut des querelles que ça engendre et des difficultés que ça amène. Mais néanmoins, on ne peut pas leur enlever une chose. Tout ça, c'est le signe qu'une véritable démocratie est à l'œuvre sur Bitcoin, une démocratie active, et c'est un rappel indéniable que plus que jamais, Bitcoin est bel et bien vivant. Bon, comme je vous l'ai dit, l'histoire de l'invention de Satoshi Nakamoto est truffée de récits de ce genre, et il y aurait presque moyen d'en faire un livre d'histoire. Si le sujet vous a intéressé et que vous en voulez d'autres du même genre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, j'espère que ce format vous a plu, et ça malgré que ce ne soit pas la voie habituelle. Si c'est le cas, laissez un like, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!